La Bibliothèque des Offices a présenté ce soir le Kitab al-Diryak, le Diryak de Paris, manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris, et qui a été introduit au public par Madame Françoise Michaud, Françoise Michaud, qui est professeure d'histoire de l'islam à l'université Sorbonne, pension Sorbonne. Alors, je voudrais poser à Madame Michaud une question sur le rôle dans la culture arabe de la teriyak et la tradition de la teriyak, qui est enfin disons une invention grecque, mais qui a été traduite sans doute à Bagdad, en arabe, et qui a eu une grande fortune dans l'histoire de la médecine arabe, dont vous êtes une spécialiste. Oui. À vous, madame. Merci. Oui, j'ai effectivement écrit un ouvrage en français intitulé « La médecine arabe et l'Occident latin », qui montre ce parcours extraordinaire de la science médicale, du monde grec au monde arabe, puis au monde latin. Et dans cette histoire, le monde arabe n'a pas seulement servi d'intermédiaire entre la science grecque et la science latine mais a apporté sa propre contribution dans de très nombreux domaines. En ce qui concerne la teriyak à proprement parler, la teriyak est, comme vous le savez sans doute, une préparation médicamenteuse. C'est un électuaire, c'est-à-dire un ensemble de drogues plutôt mou, une espèce de composition pâteuse, un grand nombre de drogues qui sont englobées dans un mélange de vin et de miel pour servir de liant. Cette teriyak a été fixée dans sa composition, 70 ingrédients approximativement, par le grand médecin grec de Néron, Andromaque, et c'est le médecin grec Galien qui nous a transmis la recette de la teriyak, mais aussi a contribué à réfléchir de manière théorique aux effets thérapeutiques de la teriyak. Les traités de Galien ont été traduits en syriaque à la veille et au lendemain de la conquête arabe entre le 6e et le 8e siècle, puis en arabe, comme vous le disiez, à Bagdad au 9e siècle. Et grâce à ces traductions des traités de Galien, les médecins arabes ont recueilli la recette de la teriyak d'Andromaque. Les médecins arabes n'ont pas changé la recette. Ils ont gardé cette recette qui, disent-ils eux-mêmes, a fait ses preuves. Mais les médecins arabes discutent. Ils discutent de l'efficacité de la teriyak, de savoir si cette panacée qui est censée guérir toutes les maladies peut être utilisée pour n'importe quel malade et pour n'importe quelle maladie. Ils discutent aussi de la composition de la teriyak, établissent en particulier des rapports assez complexes dans les proportions entre chacun de ces ingrédients. Et l'un de ces ouvrages qui consigne donc la recette de la teriyak d'Andromaque a été à la fin du XIe siècle traduit cette fois de l'arabe au latin par un certain Constantin l'Africain à l'abbaye du Mont Cassin, précisément en Italie du Sud. Et c'est sans doute grâce à cette traduction que les médecins latins vont connaître à leur tour cette panacée, notamment un ouvrage rédigé vers 1160 à Salerne, toujours en Italie, qu'on appelle l'Antidotarium Nicolaï, dans lequel on retrouve la recette de la teriyak, et une recette qui finalement présente très peu de variantes par rapport à celle qu'avait consignée Galien. À partir de là, la teriyak va connaître une longue histoire en Occident, mais ce serait une autre histoire. Et je voudrais maintenant, pour répondre à votre question, en venir à ce magnifique manuscrit du Kitab al-Diryak, qui occupe ou tiryak, en arabe on dit selon tiryak avec un T ou avec un Ta, ou diryak avec un D ou un Dal, peu importe. Ce manuscrit occupe une place un peu particulière, car ce manuscrit a été copié en 1199,
mais c'est la copie d'un texte dont on possède d'ailleurs d'autres manuscrits, mais moins beaux, et d'un texte dont on ne sait pas ni où, ni quand, ni par qui il a été écrit. Peut-être à Alexandrie au 5e, 6e siècle, peut-être en Haute-Mésopotamie, dans le milieu syriaque, vers le 6e, 7e siècle, au temps des grandes traductions, peut-être encore à Bagdad au 8e siècle, on ne sait pas. En tout cas, ce texte qui nous est parvenu est un texte écrit en arabe qui se présente comme une compilation de traités de Galien. Ce n'est pas une traduction de traités de Galien, mais il reprend tout ce que l'on peut trouver chez Galien sur la Thériaque d'Andromaque, les autres Thériaques. Donc ce manuscrit n'apporte pas de connaissances nouvelles proprement arabes sur la Thériaque. Il représente plutôt un savoir fixé à la fin de l'Antiquité et ici mis en page dans ce magnifique manuscrit. Magnifique manuscrit, je peux dire, c'est pas parce qu'il est conservé à Paris et que je suis parisienne, que c'est l'un des plus beaux manuscrits arabes, peut-être même le plus beau manuscrit arabe que je connaisse. Il suffit de regarder une page pour voir la beauté de la calligraphie qui mélange deux types d'écriture, une écriture koufique et une écriture nasride, donc une écriture courante. L'écriture koufique est très particulière, les lettres sont difficiles à lire, je dirais même impossible. Même par quelqu'un qui connaît bien l'arabe, le dessin des lettres est tout à fait particulier. Mais cette écriture est magnifique, avec de grandes hampes, des lettres alignées et en quelque sorte avec des panses un peu gonflées, un rythme tout à fait exceptionnel. L'écriture, mais aussi la composition, c'est chaque page qui est une composition géométrique chaque fois différente et d'une très grande subtilité, qui fait penser parfois à certains tapis. On a certains tapis. Et il y a aussi des miniatures, une dizaine de miniatures qui représentent soit la préparation de la Thériaque, soit des anecdotes rapportées par la tradition grecque, notamment l'anecdote selon laquelle Andromaque aurait introduit de la chair de vipère pour avoir constaté un homme atteint d'éléphantiasis, c'est-à-dire une sorte de lèpre, avait été guéri pour avoir bu inopinément du vin dans une cruche dans laquelle se trouvait au fond une vipère morte. Donc des miniatures qui sont tout à fait extraordinaires et d'une très grande qualité et qui sont apparentées à toute une tradition de miniatures arabes qui se développe en 11e, 12e, enfin 12e, 13e siècle, surtout en Haute-Mésopotamie et à Bagdad. Tout à fait exceptionnel aussi est le frontispice, le double frontispice qui représente le dieu Lune et renvoie à des conceptions astrologiques qui étaient assez répandues en Haute-Mésopotamie à cette époque. Donc un manuscrit qui conjugue tous les arts du livre, la mise en page, l'écriture, la miniature, et aussi le recours à des couleurs d'une très grande beauté, un bleu particulièrement, enfin, je sais pas comment, oui, un bleu. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur les encres de ce manuscrit, mais ce serait très intéressant. Et aussi de l'or qui s'est un peu effacé par endroits, mais il y a un certain nombre de pages qui sont rehaussées en or. Alors pourquoi un si beau manuscrit ? On peut se poser la question. On peut se la poser d'autant plus que l'on a le nom du copiste, qui écrit son nom en très grosses lettres, qui a l'air donc assez fier de lui. C'est normal, ce n'est pas seulement un modeste copiste, c'est un artiste. Puisqu'il est certain que c'est le même artiste qui a copié et enluminé. On a le nom aussi du destinataire, de celui pour lequel ce manuscrit a été copié, qui est apparemment son neveu, mais d'une manière assez étrange, et malgré les recherches très nombreuses que des collègues ont faites et que j'ai faites à mon tour, on n'a pas pu identifier ces personnages. Donc c'est une famille de très grands... riches, mais dont riches pour un tel manuscrit, mais on ne connaît pas cette famille. Donc ça laisse un certain mystère sur la raison pour laquelle ce beau manuscrit a été copié.
Pour ma part, je pense que ce beau manuscrit est à mettre en relation avec ce qu'est la thériaque elle-même. C'est-à-dire que la thériaque est un produit, enfin une panacée, qui est un produit pharmaceutique extrêmement cher, étant donné le nombre et la rareté des ingrédients qui entrent dans sa composition, notamment des épices qui viennent d'Orient, qui viennent de l'Inde. Donc c'est une panacée qui est réservée, disons, à une élite, et qui est conservé dans des flacons de verre ou de métal de très grande facture. Donc on peut penser que ce manuscrit est en fait conserve l'histoire de la thériaque et la composition de la thériaque, un peu comme un flacon conserve la thériaque. Et pour cette riche famille, ce riche notable qui risque d'être à tout jamais un inconnu de l'histoire, pour ce riche notable, posséder ce manuscrit, c'était une manière de se donner à voir, mais peut-être aussi de capter par l'écriture la force, non pas la force magique, mais la force thérapeutique de la thériaque qu'il pouvait être amené à consommer pour guérir de maladies. Merci beaucoup. Ai-je répondu à votre question? Très bien. Voilà.